Conakry, le 19 août 2019. Mesdames et messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition d'En voici le sommaire. Présentation du budget révisé du gouvernement à l'Assemblée nationale. Ce projet va permettre à l'exécutif de combler les déficits budgétaires de l'année en cours. Au sommaire encore, Âge 2019, le premier convoi est rentré au Bercail. Les pèlerins retrouvent la chaleur familiale à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Ils ont eu droit à un accueil chaleureux. L'insémination artificielle bovine a enregistré de bons résultats dans les préfectures pilotes de Kankan, Kouroussa et Labé. Les vaches inséminées se portent bien et les éleveurs sont satisfaits. Constat et témoignage dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. À l'hémicycle, le ministre du Budget a présenté ce lundi le projet de loi de finances rectificative exercice 2019. Ce projet fera l'objet d'examen et d'adoption par les honorables députés et permettra à l'exécutif de réajuster le budget initial. L'objectif est de combler les déficits budgétaires de l'année en cours. Abdel Diallo, reportage. Devant la représentation nationale, le ministre Ismaël Diobatié présente le budget révisé de l'État pour l'année en cours. Son examen et son adoption par les députés permettront d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique économique et financière. Cet exercice fait suite aux écarts constatés dans les projections initialement faites sur le budget de 2019. Tout en maintenant l'objectif de croissance économique à 5,9%, le taux d'inflation à 8%, des réserves internationales à au moins 3 mois d'importation et le taux de change à 9 815,7 GNF, le dollar américain, en accord avec les hypothèses de la loi de finances initiale. L'objectif de pression fiscale est revu de 13,7% à 13,10% du PIB et celui du solde budgétaire de base de 9% à 6% du PIB avec des ajustements subséquents tant en recettes qu'en dépenses. À la date du 30 juin, l'exécution globale des recettes prévues par le gouvernement présente un taux de réalisation de 47,2% pour une prévision annuelle de 19 332 milliards de francs guinéens. Cette projection n'occulte pas les dons, les fonds de concours et les recettes fiscales. Les recettes intérieures augmentent de 452,40 milliards, 2,60% dans le projet du budget révisé par rapport à la loi de finances initiale. Cette augmentation provient principalement des autres recettes pour 846,50 milliards, dues essentiellement aux recettes exceptionnelles tirées du passage en 4G de la société Orange TV. Cependant, au niveau des recettes du secteur minier, les prévisions ont été ramenées à 2675,2 milliards contre une prévision initiale de 2934,3 milliards. La baisse de 259,10 milliards s'explique par la diminution des contributions attendues de la SAC pour des raisons de procédure de compensation et de la CBD pour tenir compte de la prise en charge de l'alimentation de certains villages de Kamsar en électricité. Quant aux dépenses, elles sont évaluées à 23 120 milliards contre une prévision initiale de 22 313 milliards, soit une augmentation de 806 milliards de francs guinéens. L'augmentation des dépenses est imputable au dépassement enregistré sur les dépenses courantes pour 1456,4 milliards, 11,5%, malgré une baisse constatée au niveau des dépenses en capital pour 604 milliards, 6,6%. Cet accroissement des dépenses courantes concerne les dépenses de transfert pour 1280,8 milliards, dont une bonne partie en couverture des besoins supplémentaires de la société EDG. Les dépenses des biens et services pour 174,64 milliards et les dépenses du personnel pour 37,6 milliards. Plusieurs interrogations sont soulevées par les élus du peuple, notamment la situation de certaines routes nationales qui présentent aujourd'hui un état de dégradation poussé.
Le gouvernement, à travers le ministre du Budget, rassure que toutes les dispositions sont prises pour résoudre le problème dès le début du mois d'octobre prochain. Hajj 2019, les pèlerins guinéens commencent à regagner le pays. Le premier convoi est rentré la nuit dernière au nombre de 312. Ces fidèles musulmans ont eu droit à un accueil chaleureux à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Parents, amis et collaborateurs y étaient. Aboubakar Jabi signe le reportage. Ce sont les premiers pèlerins à fouler le sol guinéen. Après 3 semaines de prières intenses et de visites de sites sacrés à Médine et à la Mecque sur les traces du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Cette retrouvaille avec les proches au pays est un moment émouvant. Les visages retrouvent leur éclat. Entre spiritualité et bonheur familial, l'organisation du voyage a impressionné ces pèlerins. Alhamdulillah, cette année on est parti à la Mecque. En quittant ici, on a quitté vraiment les meilleures conditions. Et encore là-bas, vraiment, ça a été déroulé facilement. Tout était facile. Donc, alhamdulillah, on n'a rien eu de grave, comme des accidents, ni grave. Donc, ça a été passé très bien. Je voudrais, au nom du président de la République, chef de l'État, du Premier ministre, du secrétaire général des affaires religieuses et président de la commission d'appui, exprimer ma profonde gratitude envers le Tout-Puissant Allah qui a fait en sorte que le premier convoi de pèlerins guinéens ont pu regagner Conakry juste 3 jours après Mina. Parmi ces nouveaux pèlerins, plusieurs membres du gouvernement, comme leurs frères et sœurs co-religionnaires, ils ont accompli le 5e pilier de l'islam dans l'humilité. Tous ont imploré la grâce divine en faveur de la prospérité du pays. On rend grâce à Dieu, on remercie Dieu de nous avoir permis de faire ce pèlerinage et nous avons demandé à Dieu de bénir et de continuer à bénir notre pays, à bénir aussi tous nos proches et je pense que nous sommes très contents d'être revenus sains et saufs à Conakry. Nous sommes allés accomplir le 5e pilier de l'islam et c'était l'occasion pour nous donc de prier pour tous les Guinéens, pour le pays et pour le chef de l'État, pour qu'il ait la force d'accomplir son programme de société. Je suis très heureux d'être arrivé à Conakry aujourd'hui. Le pèlerinage s'est déroulé dans de bonnes conditions. Nous avons profité de l'opportunité évidemment pour prier pour nous-mêmes, pour nos familles respectives, mais aussi pour la Guinée, pour tous les musulmans, pour souhaiter que notre pays aille de l'avant, que les Guinéens s'entendent mieux, pour que l'unité et la paix règnent dans notre pays. Et nous espérons que nos vœux et nos prières seront exaucées. C'est aux environs de 20 h que ce premier groupe de pèlerins a atterri à Conakry pour retrouver la chaleur familiale. Tard à 22h15, le deuxième convoi aussi est arrivé. Les vols retour vont se poursuivre au rythme de 2 à 3 atterrissages par jour. Cette année, plus de 8000 Guinéens se sont rendus au lieu saint de la Mecque. Dans l'actualité encore, inauguration d'une école primaire à Koléa, sous-préfecture de Kankalabé. C'est dans la préfecture de Dalaba, une grande première pour cette localité. Les enfants de Koléa ne vont plus parcourir des kilomètres pour aller à la recherche du savoir. Cette école a été entièrement financée par l'Uridi Elhaj Hamidou Koléa Yallo. Suivez le reportage de Mounir Bari et Alpha Essiagaba. Cet établissement scolaire de 6 salles de classe est le premier à Koléa. Une bourgade à 5 km de la sous-préfecture de Kankalabé, dans la préfecture de Dalaba. L'événement est sans précédent ici. C'est la première fois qu'une école d'enseignement général ouvre ses portes à Koléa. C'est l'aboutissement du combat de cet homme pour l'instruction. Elhaj Hamidou Koléa Diallo, 95 ans, est considéré comme un érudit. En plus de l'école, il a construit un bâtiment pour le logement du personnel enseignant. Le coût de réalisation de ces infrastructures est estimé à plus de 700 millions de francs guinéens. Ici à Koléa, nous n'avions que l'école coranique. Aujourd'hui, nous avons décidé de mettre cette école à la disposition de la communauté.
Cette œuvre participe à l'augmentation du taux de scolarisation, mais aussi à lutter contre la déperdition scolaire, parce que vous vous rappelez, ici il y a tellement de zones de foyers coraniques, donc les parents préfèrent envoyer leurs enfants pour apprendre l'islam, la religion. Maintenant, si on lit le foyer coranique à l'école de l'enseignement français, c'est une très bonne chose. Chez El Haj Hamidou Koleya, l'enseignement et l'éducation sont des valeurs qui se transmettent de génération en génération. Le foyer coranique qu'il entretient est vieux de 300 ans. Avec la construction de l'école française, une nouvelle page s'ouvre à Koleya. L'infrastructure est solennellement mise à la disposition du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour la rendre fonctionnelle dès la prochaine rentrée scolaire. Construire une école ne suffit pas, l'entretenir c'est encore mieux. Et du fait que la population ait décidé, la communauté, de donner à l'État, je pense que c'est un geste magnifique et qu'il faut qu'on accompagne, nous aussi. Nous serons là et c'est pour ça que je salue toutes les initiatives locales que les communautés pourraient continuer à prendre pour appuyer le fonctionnement de cette école, ne serait-ce que même dans la gestion de l'école elle-même, que ce soit dans les ressources humaines ou les ressources matérielles. En tout cas, tout ce que les communautés pourraient faire en plus et ce que nous, côté État, nous allons faire pour que cette école fonctionne correctement, je pense que ce sont des initiatives à souhaiter, à solliciter de part et d'autre. Les enfants de Koleya peuvent désormais apprendre à lire et à compter en français tout en restant auprès des parents. L'école coranique continue également à se développer dans cette contrée où l'islam est le symbole de tolérance et d'ouverture au savoir et au monde. Alpha Isiagaba, c'est un exemple à suivre. Promotion de la santé de la reproduction. La plateforme nationale des leaders religieux valide la feuille de route. Un document d'intervention est élaboré entre religieux, membres de la société civile et représentants des pouvoirs publics. Abraham, Christophe Kondi, Aboubakar, Junior Kamara, reportage. Ces acteurs de la santé s'approprient du contenu du nouveau document relatif à la prévention de la santé néonatale. Il est élaboré par la plateforme nationale des religieux pour la promotion de la santé de la reproduction. La stratégie vise l'implication des femmes dans le processus de la planification familiale. Nous sommes à la fin d'un processus qui a démarré depuis très longtemps. Et précisément les 13 et 14 avril 2018, et tous les leaders religieux, la plupart étaient en conclave pour l'élaboration de la stratégie d'intervention des leaders religieux pour l'abandon des pratiques des MGF et enfants. Ce document de stratégie s'inscrit dans la vision du gouvernement quant à l'amélioration de la politique d'espacement des naissances, un des facteurs de réduction de la mortalité maternelle. Ce document est d'autant plus important qu'avec la dividende démographique, la Guinée s'est lancée dans une dynamique. Pour un pays qui veut se développer, il faut que ce pays arrive à contrôler sa population sur le plan sanitaire, sur le plan économique et social. Donc, les leaders religieux étant un maillon extrêmement important dans ce processus, c'est pourquoi nous avons décidé d'élaborer nous-mêmes cette plateforme pour pouvoir participer à la prévention des violences faites aux femmes et la promotion de la santé reproductive en Guinée. La GIZ appuie à travers un programme qui s'appelle Programme de santé de la reproduction et de la famille. On appuie tout ce qui concerne la santé reproductive en Guinée, notamment dans 4 régions, bientôt 5, donc Kinya, Labé, Farana et Mamou, et bientôt Zérékoré aussi. Nous considérons très important que les leaders religieux de toute confession soient impliqués dans ce processus d'appui à la santé reproductive en Guinée, car les leaders religieux sont très importants et très écoutés en Guinée. Donc ce sont des leaders d'opinion, ce sont des gens qui peuvent apporter des conseils très importants dans tout domaine, dont la thématique justement de la santé. Et donc ils peuvent transmettre des informations très importantes à la population en ce qui concerne leur santé sexuelle, leur santé reproductive, comment se soigner, comment améliorer leur propre santé.
En Guinée, la faible utilisation des services de santé, de la reproduction en général et de la planification familiale en particulier est l'une des causes de décès des femmes pendant l'accouchement, selon certaines études. De l'avis des spécialistes, ce nouveau document sera un outil d'étude statistique de planification sur la santé de la reproduction. Je vous le disais en titre, insémination artificielle bovine. Une équipe du ministère de l'élevage vient d'effectuer une mission d'évaluation dans les préfectures pilotes de Kankan, Kouroussa et Labé. Sur le terrain, les vaches inséminées se portent bien. Les éleveurs témoignent de leur satisfaction. Tierno Maroufba, Mohamed Mpati Kamara, Saïd Manialo. Ils arrivent 7 mois après le passage de l'équipe d'inséminateurs. Ils viennent évaluer l'avancement de la gestation des vaches porteuses de la sémence européenne. Dans la région de Kankan, l'opération est satisfaisante. La préfecture de Kouroussa a le record de réussite de ce programme pilote d'insémination artificielle. À Sangiana, toutes les 20 vaches inséminées présentent des signes positifs. Mamadi Siré Kamara a 5 vaches porteuses sous observation. Je suis vraiment content que mes 5 vaches font partie de ce programme. Je remercie le président de la République pour cette initiative. Pour la prochaine campagne, je compte donner plus de vaches. Dans la sous-préfecture de Baro et la ville de Kankan, l'opération est également une réussite. Plus de 10 vaches sont concernées. Éleveurs et autorités sont fiers des résultats du programme présidentiel. Après l'insémination, les animaux sont déjà sélectionnés pour l'insémination et qui ont réussi déjà les spermes, donc ont été entretenus dans un suivi bien strict, différemment des autres. Et c'est juste après le diagnostic qu'on les a insérés dans le troupeau et ils évoluent bien avec les autres animaux de la ferme. Vraiment, je suis très satisfait de l'état des vaches qui ont été inséminées à Kankan. Nous avons eu à inséminer 15 vaches le 29 février. Nous avons enregistré 2 cas d'accident sur 2 vaches qui ont avorté et il y a eu 2 retours de chaleur. Mais sur les 15 inséminés, on peut s'estimer heureux, il y a 11 qui ont réussi. Sur les hauts plateaux foutaniens, notamment à Labé, les résultats sont moins reluisants. Sur les 12 vaches inséminées, seules 3 présentent des signes de gestation après 7 mois. Vétérinaires et autorités en charge de l'élevage de la préfecture mettent en cause les faux diagnostics sur la brucellose, maladie qui cause l'avortement chez les vaches. Il y a eu le laboratoire vétérinaire qui s'est déplacé pour venir faire des prélèvements afin de tester si la brucellose n'existe pas. Ils nous ont envoyé des résultats pour exclure la brucellose dans la zone, dans les élevages ciblés. Maintenant, après cette situation de 3 sur 12, il nous a été instruit de refaire des prélèvements afin de les analyser au laboratoire. Ces prélèvements ont été faits, envoyés au laboratoire. On nous remonte des résultats qui disent que ces échantillons sont positifs à la brucellose. Donc là, c'est une question que nous-mêmes nous posons. Un premier examen dit qu'il n'y a pas de brucellose. 5 mois après, un deuxième examen dit qu'il y a la brucellose. Pour ce programme pilote de 100 vaches dans les préfectures de Labé, Kissidou, Gekedou, Kankan, Kouroussa et Forekaria, plus de 70 vaches sont actuellement en gestation. Les premières mises bas sont attendues dans 3 mois. Comment réduire le taux de mortalité lié aux maladies? La question préoccupe la faculté des sciences de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et l'université d'Oxford. Les 2 universités développent un partenariat dans ce sens depuis quelques années. De nouveaux outils de recherche clinique sont mis en œuvre. Ça, à Maratono. Reportage. Pour offrir des soins de qualité à la population, la Guinée développe la recherche clinique. À cette rencontre, des enseignants-chercheurs de la faculté des sciences et techniques de la santé de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry échangent avec une chercheuse de l'université d'Oxford de la Grande-Bretagne. De nouveaux outils de recherche clinique et la technique de gestion des données des maladies négligées et pathologies émergentes sont présentés. Aujourd'hui, toute amélioration de la pratique médicale découle
d'une forme de recherche. C'est pourquoi avoir ces outils de recherche clinique dans la main pour nous les praticiens, c'est très important pour que nous puissions nous améliorer chaque jour dans nos pratiques au bénéfice de nos patients, au bénéfice de nos communautés. On est là pour diriger un atelier des chercheurs en Guinée pour augmenter la capacité de la recherche clinique, pour renforcer le système de santé ici et ici pour renforcer les collaborations internationales sur la recherche clinique. Pour générer de nouvelles connaissances dans la prise en charge et la prévention des maladies, des chercheurs partagent les résultats des essais cliniques en cours dans leur domaine d'investigation respectifs. Un partage d'expérience pour faciliter la prise en charge et le dépistage de plusieurs maladies. Notre espoir est que ces jeunes médecins assistants soient outillés en matière de recherche clinique, qu'ils aient les bases fondamentales et ça va leur permettre déjà de diriger des projets de recherche, mais surtout de diriger des thèses plus tard. La faculté va mettre en place beaucoup d'autres processus en continu de façon formelle cette fois-ci, afin que vraiment nos jeunes médecins soient qualifiés et du côté des soins, mais aussi en matière de recherche pour ceux qui veulent embrasser cette carrière plus tard. Cette collaboration doit aboutir à la mise au point de nouvelles molécules de traitement des maladies comme la trypanosomiase, la lèpre et l'ulcère du burul. Justice, en plus bref, en image, plus d'une centaine d'officiers de police judiciaire ont reçu des mains du procureur du tribunal de Mafanko leur acte d'habilitation. L'obtention de ce document permet aux bénéficiaires de mener des enquêtes sur le terrain après la commission d'une infraction pénale. Cette démarche obéit au respect de la bonne marche des enquêtes préliminaires. Nous y reviendrons avec Tierno Younoussaba. La réforme engagée par le ministère de la fonction publique doit se poursuivre. C'est le message fort que le département adresse au directeur des ressources humaines, récemment nommé par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. C'était à la faveur d'une rencontre tenue ce matin au ministère de la fonction publique. Mabadi Terna Kamisoko était de la partie. Récemment, le ministère de la fonction publique a été restructuré par un décret du chef de l'État. Un vaste mouvement qui a touché les cadres centraux et déconcentrés du département, notamment les directeurs des ressources humaines. Ces derniers, au cœur de la réforme administrative, reçoivent les directives de la tutelle pour un meilleur accomplissement de leurs tâches. Les efforts comme le redressement et la rationalisation des effectifs doivent se poursuivre. Et sur ce chantier, le département compte sur le bon travail des DRH. Vous allez vous atteler à un réel effort pour apporter des solutions concrètes et exigeantes, capables de résoudre les grandes questions de développement des ressources humaines auxquelles vous êtes confrontés de façon quotidienne. Ensuite, ensemble, vous allez produire un rapport succinct dans lequel vous mettrez toutes les recommandations et les perspectives d'amélioration des services de gestion des ressources humaines que vous avez la lourde charge de gérer. L'objectif essentiel de cette rencontre, c'est renforcer les capacités de nos gestionnaires des ressources humaines pour qu'ils soient aptes à fournir les meilleurs d'eux-mêmes, les meilleures prestations pour gérer de la manière la plus rationnelle, la plus scientifique, les fonctionnaires et personnels permanents de l'État. À cette rencontre, l'amélioration de la gestion courante des dossiers et le suivi de la carrière des fonctionnaires, le rôle et l'évaluation des DRH et le renforcement de capacités des directeurs des ressources humaines ont été évoqués. Une feuille de route pour davantage faciliter l'intégration des nouveaux promus. Forte mobilisation des populations, activités culturelles et sportives. Les femmes de Mansanta disent oui au projet de nouvelle constitution. Pour l'occasion, elles ont témoigné de leur soutien sans faille au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Suivez ce reportage signé de Bakary Bamba Condé depuis Mansanta. C'est sous une forte pluie que les envoyés du président de la République, professeur Alpha Condé, sont accueillis par la population de la préfecture de Macenta en euphorie. Ils prennent part aux différentes manifestations culturelles et sportives initiées par le collectif des ONG et CRD de Macenta. Des manifestations allant dans le sens du soutien des habitants de la préfecture à l'idée d'une nouvelle constitution. Le pays a beaucoup avancé, ça reste encore.
Peut-être avec le changement de la nouvelle constitution, il y aura beaucoup de choses qui vont changer de plus. Donc on est là aujourd'hui pour lancer ce mouvement, pour faire comprendre aux femmes ce qui c'est la constitution en Guinée. C'est la deuxième fois que nous mobilisons Macenta autour de ce projet et que nous ambitionnons et que nous demandons au président de la République de faire rapidement soumettre ce projet au peuple de Guinée. Ensuite, la finale du tournoi féminin doté du trophée professeur Alpha Condé. Le cuir rond et des prestations artistiques sont mises à profit pour sensibiliser ces populations forestières sur le bien fondé d'une nouvelle constitution et leur expliquer des cadres de la constitution actuelle pour la sauvegarde des acquis démocratiques en Guinée. D'abord très impressionné par la mobilisation, très heureux de voir les filles, les femmes et les fils de Macenta s'unir autour d'un projet commun, renforcer l'unité dans cette partie de la Guinée et le faire au profit d'un projet qu'elles ont toutes adopté, celui de voir une nouvelle constitution. Unité nationale. Ce que femme veut, même Dieu le veut. La nouvelle constitution Un peu plus tôt dans la journée, la délégation a rendu visite au patriarche des différentes communautés de la préfecture. Comme le veut la tradition, les représentants du patron de Sékou-Touré ont transmis ses salutations aux sages de Macenta. Des sages qui, après s'être réjouis de cette action, ont réitéré leur soutien total à la nouvelle constitution dans l'intérêt du peuple de Guinée, avant de formuler des bénédictions pour la paix et l'unité nationale dans notre pays. Voilà, nous nous excusons pour la qualité de ces images et puis ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a la profonde douleur de vous annoncer le décès de M. Souleymane Camara, ministre conseiller chargé de l'environnement, survenu ce jour, lundi 19 août 2019 à Conakry, des suites de maladie à l'âge de 64 ans. La levée du corps a eu lieu ce lundi 19 août 2019 à 17h à l'hôpital Ignace Dine, suivi du transfert du corps à Farana. L'enterrement aura lieu le mardi 20 août 2019 à Farana. Le président de la République, professeur Alpha Condé, présente ses condoléances à la famille du disparu et au peuple de Guinée. Que l'âme du défunt repose en paix, le bureau de presse de la présidence de la République. Sport. Avant de refermer cette édition, le comité d'éthique de la FEGIFOOT vient de rendre public sa décision suspendant le premier vice-président de la Fédération guinéenne de football de toute activité liée au football pendant 7 ans, dont 5 ans ferme. Une décision jugée illégale par le conseil juridique d'Amadou Diaby. On fait le point avec Ali Kamara. L'élimination du Sili national de la CAN d'Égypte a été un tel traumatisme que les séquelles se font encore ressentir sur la structure du football guinéen. Quelques semaines après la débâcle, le comité d'éthique rend public sa décision sur le cas Amadou Diaby. Le premier vice-président de la FEGIFOOT faisait l'objet d'une enquête très approfondie. Il était déjà suspendu de ses fonctions à titre provisoire pour accusation de racket par l'ancien sélectionneur Paul Putte. Sur les 480 000 euros qu'il a touchés pendant les 16 mois ici, cela correspond à 48 000 euros. qu'il a perçu en tout. Non, pas par mois. Le tout, ça fait 3 000 euros par mois. Il avait un salaire de 30 000 euros. Et donc ça correspond à 3 000 euros. Mais vous savez, il faut savoir que ce n'était pas un salaire qui était payé mensuellement. Juste quelques heures après avoir pris connaissance de l'existence de cette décision, le cas Amadou Diaby riposte. D'abord une conférence de presse pour dénoncer le fond et la forme du traitement du dossier, puis une autre sortie pour préciser que l'affaire a été bâclée. Je ne comprends pas l'acharnement de la commission d'éthique. La moindre des choses, c'était de respecter la procédure. Je ne comprends pas, vous savez, nous on est des travailleurs d'un homme, c'est ce que je vous dis. Nous, ce qu'on connaît, c'est les dossiers et les juridictions. Tout ce qui se passe
Après ça, c'est un peu difficile pour moi d'en parler parce que je ne maîtrise rien à ce niveau. Tout ce que je sais, ce n'est pas normal. Et là, on ne le dira pas assez. Ce n'est pas normal. Monsieur Amadou Djabi n'a pas bénéficié d'un jugement. Et pour condamner quelqu'un, il faut le juger. Le comité d'éthique soutient pourtant détenir des preuves irréfutables qui l'ont conduit à cette sentence et estime que le travail est fait dans les règles de l'art. Nous avons des enregistrements sonores, ce qui est une preuve légale dans le code d'éthique de la Guinée et dans le code d'éthique de la FIFA, et même au TAS, c'est des preuves légales. Nous avons des photos, nous avons des décharges, nous avons des témoignages, nous avons des relevés bancaires, nous avons des échanges de mails. Donc sur la foi de toutes ces concordances de faits, nous avons établi notre religion et nous avons délibéré en toute indépendance. Pourtant, jusque-là, aucune notification n'est adressée au premier vice-président de la Fédération guinéenne de football. Une situation dont son conseil juridique prend acte avant de préciser la démarche à suivre dans les jours à venir. On ne peut pas condamner quelqu'un sur ce qui n'existe pas. On ne peut pas condamner quelqu'un sur des pièces qui n'ont pas été discutées contradictoirement. S'il détenait des virements, qui a viré l'argent sur un compte à Bamako? C'est sur le compte de M. Amadou Djabi, c'est sur le compte de sa femme, c'est sur le compte de sa sœur, de sa mère, de son enfant. On nous dit que l'argent a quitté le Mali pour la Côte d'Ivoire. C'est sur le compte de qui? Ils nous ont dit ça verbalement, on ne l'a pas. Et on répète ça entre nous, il faut qu'on soit un peu professionnel. Pour rappel, l'affaire remonte au lendemain de l'élimination du Sili de la CAN 2019. Mis sous pression et poussé dehors pour manque de résultats, l'entraîneur Paul Put avait alors porté cette accusation de racket. Voilà, il faut d'ailleurs le préciser, pas eu de corruption, mais l'ancien sélectionneur du Sili, Paul Put, soutient qu'il a eu bel et bien été victime, qu'il a été donc bel et bien victime de racket. C'est un dossier à suivre. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis.